Un citoyen sur deux qui penche du côté des médecins. Évidemment, je pense qu'il y a la peur générée par le départ à la retraite et même vers l'Ontario où partout où l'herbe est plus verte qu'au Québec, visiblement. Ça inquiète beaucoup les Québécois qui craignent pour l'avenir de leurs soins de santé et ça génère beaucoup de commentaires également de notre côté. Effectivement, il y a des sujets qui font réagir. Je sais pas si tu vois la fumée qui sort de mes oreilles, Isabelle. J'ai de la misère à suivre tellement on reçoit des commentaires. Puis oui, il y a beaucoup de gens qui envoient de la sympathie envers les médecins. Et les autres, c'est pas nécessairement qu'ils prennent le côté du gouvernement, c'est qu'ils prennent le côté des finances publiques. Ils s'inquiètent sur notre capacité à payer, sur le prix à payer. Puis j'ai Ghislain, par exemple, qui dit oui, on demande des salles, mais les infirmières travaillent trop, les inalos sont pas dispo, les préposés sont pas dispo, sont surchargés, etc. Stéphane, qui est camionneur, qui dit il faut qu'il reste de l'argent pour les autres dans l'équipe, par contre. Et un autre commentaire qui dit les vases du budget sont concomitants. Lorsqu'on met de l'argent sur la rémunération des médecins, on ne la met pas sur les autres professionnels. Est-ce que vous ressentez cette tension dans le système? Absolument. Il y a plusieurs points dans ce qui a été mentionné, puis je suis d'accord avec vos auditeurs. Je pense que ce qui est important, parce que on parlait de remettre les pendules à l'heure et tout ça, le Québec, en termes de proportion du budget de la santé qui va à la rémunération des médecins, c'est la dernière des provinces du Canada. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre-Carl Michaud, celui qui a écrit l'étude du HEC, qui dit qu'on est paresseux. Ça dit qu'il y a 16% de la rémunération du budget de la santé qui est attribuée à la rémunération des médecins, et la moyenne canadienne, c'est 17,5%. OK? Donc, on gagne beaucoup d'argent. Puis, effectivement, les gens n'ont pas accès aux soins. Ces deux réalités-là, ils sont vraies, mais comme je disais un petit peu plus tôt, il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins puis l'accès aux soins. Là-dessus, d'ailleurs, si je peux me permettre, quand vous dites ça, il n'y a pas de lien entre la rémunération des médecins et l'accès aux soins, bien, ça met de l'eau au moulin de tous ceux qui disent « OK, d'abord, ben, c'est pas parce qu'on les paye plus qui vont travailler plus. » Qui vont travailler plus. Vous avez parfaitement raison, j'adhère à 100% à ce que vous dites. Qu'est-ce qui fait que vous allez travailler plus, mettons? Puis encore là, travailler plus, je pense qu'il y a des médecins, je suis sûr que vous travaillez vraiment beaucoup, docteur, puis il y en a plein, là, on en connaît tous, on peut aller dans l'anecdote, mais on n'ira pas, mais... Puis ça se peut qu'il y en a qui travaillent moins de par, leur situation financière. On voit leur situation personnelle. Je veux dire, on voit, par exemple, il y a des médecins de famille, il y a des médecins de famille qui disent, moi, je ne peux faire que 3 jours semaine, j'ai pas envie d'en faire 5. C'est un choix. Après, est-ce qu'un médecin, peut-être qu'on devrait leur poser la question quand ils s'engagent dans des études de médecine, est-ce que vous, c'est un métier que vous voulez pratiquer à temps partiel ou vous avez la vocation? Tu sais, si tu veux travailler à temps partiel comme médecin, c'est peut-être pas l'emploi pour toi, là. On est-tu d'accord là-dessus? Je suis d'accord, mais là où je suis moins d'accord, c'est que je pense pas qu'il y en a vraiment beaucoup des médecins qui travaillent à temps partiel. Puis, tu sais, je suis en complet désaccord là, avec l'étude du HEC. L'idée, c'est qu'il y a des journées qu'on facture des actes à la RAMQ, puis ça, c'est des choses qui peuvent être mesurées par les économistes. Puis il y a des journées où on fait des actes, on travaille en enseignement, on travaille en recherche, on travaille à concevoir des plans pour les réseaux de la santé, écrire des rapports ministériels, donner des entrevues à la télé. Aujourd'hui, je vais être paresseux parce que je vais avoir rien facturé à la RAMQ. Je vais quand même aller faire un tour à l'hôpital tantôt. Je vais aller faire des tâches administratives, des choses comme ça, mais qui paraîtront pas dans les données. Je pense pas que l'enjeu... Parce que vous n'êtes pas payé pour les tâches administratives. Je suis pas payé pour les tâches administratives. C'est pas dans les actes. C'est pas dans les actes. Ça l'a déjà été. Avec l'IPAM, ça l'a été retiré. Fait que pour ces tâches administratives-là, on n'est pas rémunéré, non. Et donc, aujourd'hui, aux yeux du ministère, je suis paresseux. Mais la raison pourquoi je suis disponible pour venir vous parler, c'est que bien que j'aurais été disponible pour opérer ou pour voir des patients en clinique, l'hôpital n'était pas en mesure de me faire travailler aujourd'hui. OK? Et donc... Et si vous n'étiez pas venu ici? Vous auriez fait quoi? Vous auriez été chez vous? Vous seriez allé jouer au golf pour améliorer votre... Comme chef de service, quand je suis pas en train de donner des soins cliniques, je suis toujours en train de travailler sur l'organisation des soins. Puis habituellement, je passe mon temps à la clinique externe de physiothérapie. Je salue d'ailleurs mes collègues de physiothérapie. Puis ce que je fais, c'est que quand j'ai des patients qui sont plus complexes, qui nécessitent plus de temps et d'attention, j'ai pas ce temps-là à leur consacrer quand je suis en clinique externe. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression de débit. Je vois une quarantaine de patients dans une clinique. Le 5-10 minutes, malheureusement... Par jour, ça? Oui. Okay.
Malheureusement, ça, c'est ma réalité parce qu'on doit faire face aux pressions du système. Mais un patient qui aurait besoin de 30-45 minutes, j'essaie de m'organiser dans la mesure du possible que mes patients puissent être suivis en réadaptation à l'hôpital. Ils ont fait des coupes dans le budget de réadaptation. J'ai moins de physiothérapeutes que j'en avais il y a quelques années. Puis je pense que vous essayez justement d'en créer, là. J'essaie toujours de faire du lobbying à l'intérieur de mon CIS et mon CIUS pour avoir plus de ressources, puis d'avoir des ressources qui sont plus pertinentes pour les soins. Mais donc, ces journées-là, je les passe à faire des tâches administratives dans le cadre de physiothérapie, puis j'essaie d'organiser des rendez-vous avec mes patients plus problématiques pour pouvoir les voir en même temps que mes collègues physio. Fait que là, ils ont 2 professionnels de la santé qui se penchent sur leurs problèmes en même temps, puis qui confrontent leur expertise relative. Puis c'est comme ça qu'on fait pour faire des gains puis faire avancer les choses dans des cas qui sont plus complexes. Je pense que vous avez réussi à créer un poste de physiothérapeute à temps partiel grâce à un projet pilote pendant 6 mois. En tout cas, ça a l'air d'avoir été bien compliqué. Oui. Avoir des ressources dans le réseau de la santé, c'est toujours un chemin de croix. À toutes les fois qu'on réussit à avoir une ressource additionnelle, ça implique des mois et des années de travail à solliciter, à bâtir des dossiers, à démontrer des études économiques, des plus-values, monter des statistiques. Des fois, on fait des projets de recherche uniquement dans le but de convaincre des gestionnaires de nous accorder un petit peu d'argent pour avoir accès à des ressources. Puis après ça, souvent, c'est des choses qui sont éphémères. Puis après ça, au gré des décisions politiques, tu sais, ça fait 1 an que Christian Dubé a demandé de couper 1,4 milliard dans le réseau de la santé. Les gestionnaires n'ont pas le choix. Ils doivent respecter les budgets qui leur sont alloués. Et donc, ces ressources-là, des fois qu'on arrive à ajouter au système, des fois, ils nous sont retirés quelques mois après, là. On a Maxime au bout du fil. Bonjour. Bien, bonjour, ça va? Oui, on vous écoute. Là, je trouve ça plat, j'avais préparé une joke. Je voulais croquer dans une pomme pour dire que je gardais le docteur loin. Oui, c'est ça. Mangez une pomme par jour pour garder le docteur loin de vous, c'est ça? C'est ça. J'ai pas osé à la radio. Mon point de vue est... Bon, je suis pas plus d'un bord que de l'autre. Je comprends le gouvernement de se casser la tête parce que, les syndicats sont rendus tellement puissants, puis la façon de gérer les affaires... à cause de la hiérarchie et tout, ça devient tellement ingérable que tout le système a bien de la misère. Et là, le gouvernement, moi, ce que j'ai vraiment le feeling que c'est, je pense qu'ils veulent privatiser puis se débarrasser de tous ces troubles-là, fait qu'ils font le plus de bordel possible. Excusez-moi de dire ça. Vous pensez? Ouais, avec le nombre que j'ai, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens, parce que, il me semble, je pense qu'il y a tellement de travailleurs dans le secteur public de la santé, Maxime, je ne pense pas qu'on aille là, mais il va y avoir clairement un système de santé. Il y a déjà un système à 2 vitesses, puis il y aura peut-être 3 vitesses, comme en éducation. Puis il y a ceux qui auront les moyens de se payer des bons chirurgiens rapidement, puis il y en a d'autres qui vont attendre 3 ans. Ouais. Puis le reste, c'est ça, ils vont avoir de la... Et c'est là où il y a une injustice, êtes-vous d'accord? Oui, effectivement. Je veux dire, tout le monde paye des impôts, puis à la valeur de ce qu'ils peuvent. Puis, regardez, c'est supposé d'être une société démocratique. Avec des soins de santé universels, mais bon. On est supposé travailler pour le prochain. Maintenant, on travaille juste pour notre proche. Puis moi, c'est une façon de faire, le capitaliste, que je déteste pour mourir. Ouais. J'ai beaucoup de misère avec dans ce terme-là. Merci beaucoup, Maxime. Fred? Il y a Guylaine qui demande où sont les super infirmières. Est-ce que l'idée de déléguer, c'est encore dans l'air du temps? Donc, il y a aussi une perception que les médecins sont un petit peu réfractaires à travailler en collaboration avec des autres professionnels. J'ai entendu des choses comme les médecins ils veulent pas partager leurs actes parce que là, si on délègue à d'autres professionnels, ben là, nous, on perd de l'argent. En fait, ça a été vrai, ça, par exemple, pendant quelques années. Peut-être ça l'est moins. C'est possible que le Collège des médecins ait été réfractaire on peut appeler ça à l'émancipation, si on veut, là, des infirmières praticiennes spécialisées, mais les médecins vont jamais manquer de job. Là. Ça, je pense que... OK, vous savez ça. Puis vous savez que vous avez une job jusqu'à la fin, jusqu'à temps que vous soyez tanné, que vous vouliez partir à la retraite. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, effectivement. Puis on est choyé de ce statut-là. Mais moi, quand on me sert l'argument de dire « je veux protéger mes actes », il va toujours avoir des patients à soigner. Donc, j'ai pas besoin de protéger mes actes. Puis moi, au contraire... ce qui me motive au jour le jour ou ce qui me démotive au jour le jour,
c'est que si je suis pas capable d'offrir les soins à la hauteur de ce que je peux offrir aux patients parce que le réseau ne me permet pas de le faire, ça me démotive. Puis si je suis capable de voir un patient plus rapidement puis de le retourner au travail plus rapidement, ça me motive. Puis c'est ça qui fait en sorte que je fais toutes les heures bénévoles à l'intérieur de mes tâches administratives. Puis ces choses-là, c'est dans l'espoir que mes journées deviennent plus faciles parce que mes patients vont aller mieux, parce que je vais être capable de mieux les soigner, pas nécessairement avec plus de ressources. Et donc, les médecins, souvent, sont à la base des initiatives de collaboration. Puis, tu sais, les IPS, c'est en grande partie les médecins qui les forment. Tu sais, moi, j'ai participé à des stages d'évaluation d'IPS. Et je participe à l'enseignement des physiothérapeutes en pratique avancée. Puis ça aussi, c'est une super belle innovation qui a été amenée par nos collègues du CIUS du Nord. Ces gens-là, ils travaillent à l'hôpital, entre autres, Jean Talon. Il y en a plusieurs qui sont en pratique. Ils voient des centaines de patients par semaine. Ça libère des plages horaires pour accéder aux orthopédistes du CIUS du Nord. C'est des initiatives qu'on essaie d'amener au CIUS de l'Est. Malheureusement, on n'a pas encore assez d'écoute parce que ça implique des budgets supplémentaires pour engager ces gens-là. Mais ce qui stimule, en général, les médecins et les travailleurs de la santé, c'est de travailler en collaboration au service des patients. Puis surtout travailler, je comprends, comme chirurgien, vous voulez opérer, là. On veut opérer, c'est dans mon incitatif financier, purement pécunier. Plus j'opère, plus je fais d'argent. Bien, complètement. On va y revenir d'ailleurs. Gabrielle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis une patiente en oncologie, puis j'ai appris ce matin par mon oncologue qu'à partir du 1er janvier, on ne pourra plus faire de rendez-vous de suivi par téléphone. Ce que je trouve que la loi, c'est complètement ridicule parce qu'elle pourra moins travailler parce que, premièrement, l'oncologie est au CHUM, c'est le méga centre d'oncologie au Québec. Peu importe d'où tu viens, il faut que tu ailles là. Surtout Gabrielle, puis Gabrielle pour du suivi. Et c'est drôle que vous disiez ça, parce que tout à l'heure, finalement, le CHUM m'a appelé, j'ai fini par avoir un rendez-vous téléphonique avec ma neurologue, qu'on s'entend que j'étais déjà en meeting, j'ai tout arrêté pour pouvoir lui parler, mais c'est fascinant ce qu'on a été capable de couvrir en 15 minutes, là. Puis elle appelait quelqu'un d'autre avant, puis elle appelait quelqu'un d'autre après, alors c'est exact. C'est que l'oncologue, en plus, elle est dans un champ super spécialisé. Elle s'en va jusqu'aux États-Unis rencontrer des pharmaceutiques pour ses patients. Pendant ce temps-là, elle ne peut pas faire de télétravail avec l'empêchement de faire des rendez-vous téléphoniques ou quoi que ce soit. Fait que là, elle va voir, c'est soit qu'elle va pouvoir moins en faire pour ses patients ou elle va pouvoir moins voir souvent ses patients parce qu'elle doit en faire beaucoup pour eux pour être capable de leur trouver des traitements pour sauver leur vie. Mais Gabrielle, est-ce que votre oncologue vous a dit ça, genre, c'est dans la loi m'empêche désormais de faire ça ou j'ai pas vu ça passer? Non, pas vraiment. On en a parlé parce qu'on avait un rendez-vous téléphonique justement ce matin, bien commode, justement sur les traitements tout. Puis c'est ça, elle m'a dit, là, elle était comme là, c'est dommage. Par contre, à Mani, je pourrais plus faire de rendez-vous téléphonique avec toi. Puis j'étais comme, ouais. C'était à partir du 1er janvier, fait que c'était comme c'est dommage, il va falloir qu'on trouve un moyen de se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Parce que tu sais, moi je suis pas moi originellement, j'étais de Sherbrooke, j'ai redéménagé sur la Rive-Sud chez mes parents pour être capable de suivre mes traitements au CHUM, mais ça reste que je suis à la Rive-Sud, je suis pas à Montréal. Puis c'est quoi votre vous avez un cancer? Vous êtes en rémission ou vous êtes en plein dedans? Là? Non, moi c'est cancer incurable, grade 4, c'est vraiment on essaie d'allonger ma vie. C'est pour ça qu'on fait des pieds et des mains pour essayer de trouver des traitements. Oh mon Dieu, Gabrielle. Merci de nous appeler. Merci beaucoup. Justement, je vous appelle du CHUM. Oh, je vous serre dans mes bras. On est avec ça vous, me touche, puis, votre témoignage. Quelle énergie rayonnante, Gabrielle. Merci pour votre commentaire. Oui, puis moi, j'en profite pour dire bravo à tout le monde là, au CHUM qui travaille, puis qui, nonobstant tout ce qu'on dit, puis le débat actuel, là, moi, c'est quand j'entends quelqu'un qui est en onco comme ça, là, puis... Wow. Puis, est-ce que c'est vrai, ça? Avez-vous entendu parler? C'est une règle, ça, le 1er janvier? Ou avez-vous entendu parler de ça, vous, docteur? Donc, en fait, c'est qu'ils ont modifié les tarifs en lien avec la télémédecine. De ce que je comprends, c'est parce que moi, personnellement, je pratique pas beaucoup en télémédecine. Ben non, il faut voir, toucher puis tout. Les patients, ils ont des plates, ils vont passer des rayons X la journée de leur rendez-vous et tout ça. Pour certaines discussions préopératoires, effectivement, j'ai appelé les patients. Et donc, la facturation par télémédecine, en général, c'est qu'on peut facturer les actes de la même façon. C'est juste qu'on doit fournir certaines précisions. Donc, à quelle heure on a fait l'appel et tout ça. Mais les actes étaient remboursés de la même façon qu'en présentiel, même si c'était en télémédecine, parce qu'on passe le même nombre de temps et on règle les mêmes problèmes. La rémunération a été modifiée pour un taux horaire, puis en fait, c'est une tarification aux 5 minutes.
Et donc, je pense que le taux 5 minutes, c'est quelque chose comme 13 $. Ça représente un montant équivalent à 200 $ de l'heure. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, effectivement, mais c'est moins que ce que ces médecins-là auraient fait. Non, mais c'est correct. Moi, regardez, à la rigueur, ces montants-là, je les comprends parce que on est dans l'efficacité. Là. J'en reviens là absolument. Parce que je pense sincèrement que c'est ça qui... au patient. Oui, ça vous aiderait de pratiquer plus. Ouais. Il y en a, je pense qu'on l'a compris. C'est ça qui fait que je pense qu'on arrive avec un sondage comme ça. Les gens sont pas caves. Là. On sait tous qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre milieu de travail. Ouais. Souvent, le problème, c'est que les boss n'écoutent pas. Puis c'est ça qui arrive. Vous me dites, mon boss en haut, il comprend pas. Exact. Mais après, on peut-tu aussi faire... Vous êtes prêt à... Comme dans votre pratique, qu'est-ce que vous seriez prêt vous en donnez déjà pas mal, fait que vous n'êtes peut-être pas le bon exemple de celui qui pourrait en donner un petit peu plus. Ouais. Vous êtes même chef de service, puis vous n'êtes pas payé pour ça, d'après ce que vous nous avez dit. Fait que merci de le faire, mais puis toute cette formation-là, idéal, mais est-ce qu'on peut presser le citron plus loin avec les médecins? C'est ça la question? Un petit peu, mais presser le citron, ça veut dire qu'on exagère un peu. Moi, on veut pas des citrons pressés comme médecin. Là. On veut Juste un peu de limonade. Oui, c'est ça. Mais on peut-tu arranger quelque chose quand même? Ce que je vous dirais, puis ça, c'est des choses qu'on fait déjà au Suisse de l'Est. Tu sais, je parlais de la pertinence des soins tantôt. Là, fait que si on peut pas ajouter des ressources, assurons-nous au moins que chaque rendez-vous est pertinent puis que chaque professionnel est le bon professionnel pour le patient au bon moment. Ça, c'est des choses qu'on a entendu le ministre dire souvent. Une des façons d'arriver à ce résultat-là, c'est de faire du triage. Fait que je reviens un petit peu à mon exemple là, du début de l'entrevue. Fait que s'il y a un médecin de famille qui veut mon opinion sur une fracture du bout de l'orteil, ça, c'est des choses qu'on reçoit pour vrai là, tous les jours. C'est pas moi la meilleure personne pour traiter ça. Je peux le faire, mais c'est pas une bonne utilisation des ressources puis du système. Ouais, complètement. Et donc, moi, je vais remplir une feuille, soit que je vais la retourner au médecin de famille ou soit que je vais le rediriger vers un autre médecin de famille qui, lui, a une expertise en musculo-squelettique puis qui est apte et intéressé à suivre cette patientèle-là. Et donc, je vais revoir l'examen d'imagerie, je vais regarder la radiographie puis je vais dire ça n'a pas besoin de moi. Puis après ça, je vais retourner l'information au médecin pour qu'il puisse traiter lui-même le patient ou je vais le rediriger ailleurs de telle sorte que les rendez-vous qui sont réservés pour moi, c'est pour des patients qui ont besoin de mon expertise. Puis ça, ce travail-là, il est fait bénévolement. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour améliorer la pertinence. Puis ça, c'est des choses qui existent peut-être pas à l'échelle de tous les services. Puis qui prépare partie de la bonne foi des médecins pour améliorer le réseau. Rapidement, comme réponse, parce qu'il nous reste peu de temps. Là. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Là, on a compris que vous avez besoin de pratiquer, de faire plus de chirurgie par jour et par semaine. Là, vous en faites combien par semaine de journées de chirurgie? En ce moment, j'en fais beaucoup parce qu'il y a des collègues qui en font moins. Donc, j'en fais entre 2 puis 3. Je suis dans les choyers. La moyenne, c'est 1 à 2. Oui, c'est ça, c'est 1 à 2. Vous avez c'est tout récent. Cet été, j'aurais été entre 1 et 2. Fait que vous êtes content un peu plus, là. Et c'est un peu plus payant. Oui. Ben oui. Oui. Oui, mais la raison pourquoi j'hésite, c'est parce que il y a d'autres catégories de patients qui n'ont pas accès au service. Donc, mes patients sont bien desservis en ce moment parce que je suis disponible et je peux opérer, mais il y a d'autres catégories de patients à l'intérieur de mon service qui sont moins bien desservis. C'est pas parce qu'il y a un ajout net de ressources, c'est juste parce que je prends une plus grosse partie de la même tarte. Est-ce que des collègues pourraient, si on a compris là, qu'il manquait de salles, il faudrait que le gouvernement accepte d'en ouvrir? S'il y avait plus d'ouverture du gouvernement, la réponse est oui, on pourrait. Mais la question, oui, mais on veut bien ouvrir des salles, mais chaque salle nous coûte trop cher. Est-ce que le chirurgien serait prêt peut-être à accepter de faire un peu moins par chirurgie afin d'en faire plus? Comprenez-vous On appelle ça des économies d'échelle. Oui. Mais je peux vous dire que dans notre situation précise, c'est vraiment pas une question d'argent, c'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment une question d'organisation de travail puis d'écoute avec le ministère, puis il y a des enjeux par rapport à la pratique mixte publique-privée. Fait que les médecins ne veulent pas 18 % d'augmentation. Je sais que c'est surtout les omnis qui demandaient ça. Au niveau des spécialistes, c'est pas clair combien vous vouliez, mais je sais que vous vouliez quand même une augmentation salariale. Elle serait de combien? Là? On peut-tu avoir des chiffres, nous, là, pour le 26 % de gens là, qui ne savent pas? Là? Ce que le docteur Aliva a mentionné au micro à Patrick Lagacé, puis je l'ai appris en même temps que tout le monde, c'était qu'on demandait 17 % parce que OK, on est d'accord que ça n'a pas de bon sens? Pardon? On est d'accord que ça n'a pas de bon sens? On est d'accord. De 400 000 on est d'accord que cet argent-là ne va pas améliorer l'accès aux patients. Donc. Merci de le dire. Mais merci de le dire. Non, mais, et merci de nous apprendre la réalité terrain. Là. On apprend aussi qu'il y a des enjeux privés, publics au sein des salles. Ça aussi, c'est intéressant. On le sait, ça. C'est pas la première. C'est pas depuis ce conflit-là qu'on le dit, mais non.
Mais ce qu'on voit, ce que vous nous avez donné, c'est des pistes pour faire en sorte qu'on peut peut-être améliorer les choses. Puis brièvement, pour répondre à votre question, j'ai besoin d'écoute, puis j'ai besoin de personnel. Hey, nous, on irait, Fred puis moi, là. Mais... Nouvelle carrière, Isabelle? Oh bon, je sais pas qu'est-ce qui va rester ici. Scalpel. Tu comprends? Moi, va falloir que moi, je suis allée en sciences santé, quand même. Ouais. Moi, puis j'ai un MBA, je peux gérer, quand même. Moi, j'ai eu des bons cours de maths. Je pense que je pourrais être rassurant pour la clientèle, mais moi, je vais être le personnel, effectivement. On est des passionnés, puis on travaille fort. Ça peut être bon, ça, peut-être? C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses avec des gens motivés. Ben oui, voilà. Est-ce qu'il y a encore du monde motivé, vous diriez? Ils ne sont pas trop découragés, vos collègues? De moins en moins. Je pense que c'est possible de réalimenter cette flamme-là, mais les gens comme moi, il y en a de moins en moins dans le climat actuel. Oui, c'est ça. Ça va avoir fait du dommage, ça. Ça va avoir fait du dommage. Pendant combien de temps? Une dizaine d'années. Ah! 10 ans? On a la mémoire longue pour ces choses-là. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens ils pensent que le conflit il est récent, mais les enjeux que je décris aujourd'hui, ça fait des années. Là. Puis cette écoute-là qu'on n'a pas, c'est présent depuis des années. Ce qui est nouveau, plus récent, c'est juste qu'on nous traite de paresseux de façon aussi ouverte devant les médias. Je pense que vous avez même, vous été un jeune étudiant en médecine en grève. Fait que c'est comme l'histoire qui se répète, là. Absolument. Mais c'est pire. C'est pire cette fois-ci. Puis les patients n'ont pas plus d'accès maintenant qu'ils l'avaient avant. Puis les problèmes d'avant, c'est encore les mêmes problèmes. Il faut qu'on travaille en collaboration, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on discute des états généraux sur le réseau de la santé. C'est urgent. Là. Ben, surtout une entente avec les fédérations. Là. Merci beaucoup, Dr Benjamin Léger-Saint-Jean, chirurgien orthopédiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et chef de service en orthopédie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal.